Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission en deux parties avec le JT des territoires dans un instant et le Club de la presse. Et après la météo de 8h, eh bien ce sera Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. C'est Florian Philippot, le président des Patriotes qui sera notre invité. Voilà, tout de suite je vous retrouve dans un instant pour le JT des territoires. On commence ce journal avec Emmanuel Macron qui a entamé sa visite en Bretagne par les Côtes-d'Armor. Il s'est rendu au Cap Fréhel pour annoncer son soutien aux 6 premiers projets français de parcs éoliens en mer. Les élus locaux ont profité de la visite du président pour faire part de leur impatience concernant les transports également. Sophie Lecroisier pour TBO en Bretagne suit cette visite. Le déplacement en Bretagne du président Emmanuel Macron commence par une annonce. Le projet éolien offshore en baie de Saint-Brieuc est maintenu. L'État a négocié avec le porteur de projet qui concède à une baisse des subventions publiques de 40%, soit 15 milliards d'euros d'économies. Pour résoudre ce problème, parce qu'il y avait une hypothèse que certains ont bien senti, qu'on remette tous ces projets à plat. On repartait pour 12 ans. Et bien on a travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour gagner 15 milliards d'euros qu'on va pouvoir mettre dans les prochains appels d'offres. On va bientôt lancer un appel d'offres à Dunkerque. Donc ça y est, on a libéré, pardon de l'expression, les énergies sur le développement des énergies renouvelables. Ça va me donner énormément de latitude pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. Parce que si on n'avait pas lancé ces 6 projets, très sincèrement, j'étais dans une impasse. Emmanuel Macron n'a pas souhaité parler à la presse. Pendant sa visite, les élus locaux ont fait part de leur impatience. Ils attendent les investissements promis dans les transports après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Qu'on a co-signé, je pense que c'est important. Pour nous, c'est vraiment important. La mobilité du quotidien en Bretagne et la mobilité depuis toute la Bretagne vers Paris, vers l'Europe, vers le monde. Ce sujet est revenu d'actualité avec la décision d'arrêter Notre-Dame-des-Landes. Nous avons exprimé régulièrement nos ambitions sur le pacte d'accessibilité que les collectivités de Bretagne ont proposé au président de la République et au gouvernement. Nous attendons forcément des éléments de réponse sur ce point. Et le président du département des Côtes-d'Armor veut interpeller sur la situation des collectivités locales. Ça se résume aux moyens dont peuvent disposer les collectivités, notamment les départements, mais aussi les régions, pour participer à l'attractivité de leur territoire, au développement de leur territoire. Aujourd'hui, l'État nous étrangle, nous asphyxie. Là, je parle en qualité de président du département, et donc ça ne peut plus durer. Donc ça, je vais le dire au président de la République, puisqu'on va déjeuner ensemble ce midi. Le président s'est ensuite envolé vers le port de Saint-Brieuc, où il devait justement déjeuner. De nombreuses manifestations l'attendaient. Et Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme de Brest, sera notre invité dans le Club de la presse dans un instant pour parler de cette visite présidentielle en Bretagne. Ça coince toujours. Les régions toujours mobilisées contre les économies exigées par le gouvernement à travers un pacte financier. L'État cherche à trouver 13 milliards d'euros, vous le savez. Et si certains ont déjà signé sous la pression, d'autres refusent de s'engager. Héloïse Grégoire et Léa Lecouple pour Public Sénat vous en parlent. Les régions ne lâchent rien face à l'exécutif. Le bras de fer se poursuit. Nous continuons et nous développerons ensuite à dénoncer la recentralisation massive à laquelle nous assistons. Hervé Morin et une majorité de présidents de région maintiennent leur position et refusent en l'état le pacte financier proposé par l'exécutif aux collectivités. C'est un texte qui s'annonce un contrat qui n'est pas un contrat, qui est grosso modo, vous rentrez dans le cadre, mais nous, de notre côté, on ne s'engage pas. Là, on est sur un système qui est, en clair, de dire on va rentrer dans le détail de vos comptes, et puis on va vous dire si c'est bien. Les régions pointent du doigt la suppression en 2018 du fonds de soutien au développement économique des collectivités. Pour Carole Delga, c'est une rupture des engagements de l'État. Dès l'année dernière, il nous a été annoncé qu'il y allait avoir une baisse de dotation pour les régions. Nous sommes les seules collectivités locales à avoir cette baisse des dotations en 2018, moins 450 millions, alors que nous avons des dépenses supplémentaires obligatoires liées au transfert de la compétence économie. On est en pleine période de reprise économique. Moi, mes entreprises, elles ont besoin des aides de la région. Malgré tout, une majorité de collectivités aurait déjà signé ce pacte financier. Pas le choix.
affirme Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF. Un certain nombre de collectivités sont en effet amenées à signer par peur simplement des représailles, puisqu'encore une fois, l'État définit tout. Il définit toutes les règles. Donc on a une forme de négociation qui est de fait quand même un peu biaisée. Les collectivités ont jusqu'au 30 juin pour se prononcer. Avec les grèves qui arrivent en juillet, c'est l'incompréhension chez les usagers. Elle avait commencé le 3 avril, devait se finir le 26 juin. Les usagers voyaient enfin le bout du tunnel de la grève perlée. Finalement, le mouvement va se poursuivre. La CGT et Sudrail continuent en juillet-août avec ce vote définitif du pacte ferroviaire à l'Assemblée et au Sénat. Ça n'a rien changé. Les usagers sont donc dans l'incompréhension totale. Sébastien Côté pour Via Grand Paris. Pour partir en vacances, on leur promettait la fin de la galère. Pourtant, les usagers vont encore devoir prendre leur mal en patience. Avec l'adoption finale de la réforme ferroviaire par le gouvernement, le mouvement n'a plus de sens pour les représentants des usagers des transports. Les usagers ont déjà subi 2 mois et demi de grosses difficultés, en particulier dans le déplacement du quotidien en Ile-de-France, bien sûr. Et puis ils utilisent aussi, pour certains d'entre eux, le train pour aller en vacances. Et donc, ça nous paraît inenvisageable de continuer à avoir un réseau vraiment perturbé et empêcher les gens d'aller en vacances. Alors que la CFDT et l'UNSA sont sortis du mouvement, d'autres syndicats continuent la lutte. Sudrail espère encore faire infléchir le gouvernement. L'objectif est de peser sur le contenu des décrets qui composent la loi. Si le processus législatif est terminé, pour nous, rien n'est réglé. Cette loi n'est pas bonne, elle doit être retirée. Nous, on est encore sur le retrait du pacte ferroviaire. Et en plus, encore une fois, cette loi doit être complétée par 24 décrets. La colère des cheminots et des cheminotes, elle est encore là. Donc, tant qu'il y a cette colère, on va continuer. La CGT cheminot est sur la même ligne. Philippe Martinez veut continuer à mettre la pression. Ce que je peux vous dire, c'est que les cheminots ne sont pas contents. La loi n'a rien réglé. Nous la contestons toujours et près de 80% des problèmes que nous avions posés sont toujours présents. Et le gouvernement refuse d'y répondre. Même si elle se poursuit, la mobilisation perd en intensité. Lundi, le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 10,80%, son niveau le plus bas, contre 33,9% au début du mouvement. Et Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sera notre invité demain sur ce plateau. Nous aurons évidemment beaucoup de questions à lui poser. Afin d'être plus efficaces et plus proches de la population, les gendarmes voient leur mission évoluer dans le cadre du dispositif de la police de sécurité du quotidien. Pour la communauté de brigade de Barberet-Saint-Sulpice, dans l'Aube, cela passe par des réunions avec les élus locaux et les citoyens et la mise en place d'outils pour répondre plus rapidement et apporter des solutions personnalisées dans le domaine de la sécurité du quotidien. Des brigades à vélo ou pédestres ont aussi été mises en place. Flavien Léger pour Canal 32 dans l'Aube. Plus de réactivité, plus de liens et plus d'adaptation, ce sont les maîtres mots de la nouvelle police de sécurité du quotidien. À la gendarmerie de Barberet-Saint-Sulpice, c'est une évolution des missions qui est bien accueillie. Le lien entre la population et nous se renforce avec cette police de sécurité au quotidien. Et puis c'est positif pour tout le monde puisqu'on remet vraiment la population, le citoyen, au centre de notre travail. Le but, développer une sécurité du quotidien pour lutter notamment contre les cambriolages ou les incivilités. Des patrouilles de cette police de proximité sont présentes sur la zone d'activité de la commune depuis environ 1 an. Pour nous, artisans, commerçants, qui parfois fermons à 19h, 19h30, voire 20h pour certains, c'est toujours rassurant de savoir que les patrouilles sont là régulièrement. Et on les voit concrètement passer plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est un vrai service et surtout, humainement parlant, pour moi, c'est vraiment très bien. Ils ont même été proactifs, puisqu'une fois, j'ai des personnes qui, à pied, sont descendues dans mon centre. Avec des valises et les gendarmes, sans que je les appelle, étaient déjà là. Ils sont descendus pour leur dire de faire demi-tour, que c'était une zone privée. Donc sans que je les appelle, ils étaient déjà sur place. Donc voilà, cette réactivité qui est franchement appréciée, voire impressionnante, puisque les voir arriver avant de les appeler, c'est quand même assez surprenant. Des réunions régulières avec les citoyens ont été mises en place, des patrouilles cyclistes et pédestres, ainsi que des référents auprès des élus locaux ont été déployés sur le terrain. C'est un gendarme qui est directement l'interlocuteur privilégié de l'élu et qui a un contact avec lui régulier, un contact franc, qui permet de faire état des problématiques qu'il y a au sein de notre circonscription. Ces moyens doivent permettre d'adapter la réponse des forces de l'ordre selon les situations et de proposer des dispositifs de sécurité
personnalisée. Des conventions ont aussi été signées avec les acteurs locaux, tels que les agriculteurs ou les médecins. On passe d'une culture du chiffre à une culture du contact avec la population. C'est totalement différent. Et en fait, c'est vrai, c'est un retour en fait à la conception originelle des missions de la gendarmerie. Dans l'ADN de la gendarmerie, il y avait ce contact avec la population. Ce contact, il avait disparu. En tout cas, on l'avait un petit peu perdu de vue, à cause justement de la culture du chiffre. Et donc maintenant, on y revient parce que c'est objectivement la meilleure manière en fait de renforcer la sécurité de nos concitoyens. La préfecture de l'Aube va prochainement signer une convention avec les buralistes, toujours dans la même optique, échanger des informations et recréer du lien avec la population. Direction l'Occitanie dans ce journal maintenant. Ils sont journalistes, ingénieurs, avocats et ont tous été contraints de fuir leur pays respectif en raison des conflits. Réfugiés, ils apprennent le français à la fac pour commencer une nouvelle vie. Et ça se passe à l'Université fédérale de Toulouse. Kevin Michel pour Via Occitanie les a rencontrés. Ils sont journalistes, ingénieurs, avocats et ont tous été contraints de fuir leur pays en raison des conflits. Depuis un an, l'Université fédérale de Toulouse donne la possibilité aux réfugiés et aux demandeurs d'asile titulaires du baccalauréat de suivre le dispositif Langue Accueil Migrants, le DILAMI, qui propose un apprentissage ou une remise à niveau de la langue française. En premier lieu, j'ai demandé secours pour faire beaucoup de choses dans la langue parce que je suis journaliste. Donc j'ai besoin d'écrire et parler bien français. Mais la langue n'est pas le seul enseignement dispensé par le dispositif. Des cours d'éducation à la citoyenneté et de culture française sont aussi délivrés. On visite des musées et des expositions. Et on a fait un voyage à Carcassonne avec des amis. Je pense que la langue n'est pas juste la grammaire. La connaissance de la culture est très importante. La plupart d'entre eux, avant d'intégrer ce dispositif, étaient déjà titulaires d'une licence, d'un master ou d'un doctorat. 60% sont des gens qui ont travaillé chez eux, qui avaient des postes à responsabilité et ils ont dû tout laisser du jour au lendemain. Et en arrivant en France, quand ils ont obtenu le statut de réfugié, ils ont envie de s'insérer. Pour cela, ils ont besoin d'apprendre le français ou de repasser des diplômes et ils ont besoin d'acquérir le niveau B2. Depuis le lancement du projet, 120 réfugiés ou demandeurs d'asile suivent ces cours. Voilà, ce JT des territoires préparé par Soumaya Benaïssa continue. Dans un instant, on va regarder ensemble les unes de la presse quotidienne régionale et se retrouver après pour le Club de la Presse. A tout de suite. On démarre par Ouest France, le plus grand quotidien français qui traite évidemment de la visite d'Emmanuel Macron en Bretagne. Macron relance l'éolien en mer, à la une de Ouest France aujourd'hui. Pour la Nouvelle République, c'est malgré la grogne, ce sera bien 80 km/h. Vous savez que la PQR fait beaucoup de une sur ces 80 km/h, la Nouvelle République. Donc, consacre sa une aujourd'hui. Pour le Midi Libre, c'est les routes qui tuent le plus dans l'Hérault, justement, avec le passage à 80 km/h au 1er juillet. La carte des nationales et des départementales meurtrières aujourd'hui dans le Midi Libre. Pour la Provence, c'est municipaux en fusion. Juin est très agité avec des grèves dans plusieurs services. La réorganisation du travail imposée par la mairie dérange. L'approche des élections professionnelles fait monter les enchères. Et puis également, à la une de la Provence, prête au combat à Formule 1 à 4 jours du Grand Prix de France. La superstar britannique Lewis Hamilton a participé hier à Marseille à un atelier sportif organisé par l'un de ses sponsors. Impressionné par la ville, affûté et pressé d'en découdre au Castellet. Il a fait de la boxe, ça c'est une très bonne chose. Et nous consacrerons demain une émission spéciale au retour de la Formule 1 en France après 10 ans. Avec sur ce plateau le directeur général de la Provence, Fabien Friedman, et Paul Belmondo qui commentent le Grand Prix, qui seront ici sur ce plateau. Et en direct et en duplex de Nice, nous aurons Christian Estrosi. Voilà, demain, donc à 7h30 sur cette antenne, 10h30 et midi. La Voix du Nord aujourd'hui, eh bien, c'est la Coupe du Monde, bien sûr, la Coupe du Monde machine à cohésion. Et puis le match de tous les dangers, bien sûr, les Bleus affronteront le Pérou à 17h. Pour l'Ardennais, d'ailleurs, c'est aussi
la Coupe du Monde, bien entendu. Et rassurez-nous, demande l'Ardennais, les Bleus affrontent donc le Pérou cet après-midi. L'équipe de France a besoin de gagner autant que de se rassurer, dit l'Ardennais. Pour le Journal du Centre, c'est parti pour le show. C'est un autre show, c'est du cyclisme. C'est la 42e édition du TNM qui débute aujourd'hui avec un contre-la-montre par équipe à Saint-Germain-Chassenay et une étape en ligne pour Semley et la Machine. Pour la République des Pyrénées, c'est tout pour la musique, car vous savez, c'est aussi la fête de la musique ce soir, et c'est le cas en Béarn et Soule. Le retour du beau temps promet d'attirer les foules un peu partout ce soir pour cette fête de la musique. Et retrouvez d'ailleurs tout le programme de ce grand rendez-vous qui vient lancer l'été, en tout cas pour le Béarn, dans la République des Pyrénées, et à Paris sur les sites internet. Bien sûr, du Parisien, qui est également partenaire de cette émission. Club de la presse aujourd'hui, Jefferson des Sports, bonjour. Bonjour Cyril. Sud-Ouest, merci d'être là. On va parler d'Emmanuel Macron et des territoires avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, président Cyril. De TBO et de TB Sud, qui sont les deux chaînes de télévision locales de Bretagne. Formidable d'ailleurs, et qui nous sommes partenaires. On a vu un reportage de TBO tout à l'heure, justement, sur Emmanuel Macron, qui est dans vos terres natales, Hubert, au programme des chantiers d'avenir, parcs éoliens, on l'a vu, maillage territorial, extraction de sable, agriculteur, et aujourd'hui il est dans le Finistère. Bon, vous savez que le président... Des choses sérieuses commandent, j'allais dire. Exactement, toujours dans le Finistère. C'est là où ça peut mal se terminer. Mais vous savez que le président a essayé de se recentrer un peu sur les provinces après une activité internationale extrêmement active, qui n'a d'ailleurs pas terminé, puisqu'il réunit un sommet européen dimanche avant celui de la fin juin. Donc hier, on a parlé d'éoliennes, une petite manip qui a permis de faire baisser le prix pour relancer le secteur et d'ouvrir de nouveaux chantiers. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'était plus des économies de l'État, semble-t-il. Enfin, je crois que EDF a été mis en contribution. Par ailleurs, il était hier dans une usine agroalimentaire qui s'appelle La Sille, qui est assez emblématique de la capacité de l'agroalimentaire breton à ajouter de la qualité. Si vous voulez, le problème, c'est de sortir d'une production de masse à l'époque où la PAC est en train de disparaître pour faire de la qualité. C'est ce que fait très bien La Sille avec des produits laitiers. Aujourd'hui, Quimper. Grand discours, place Saint-Corentin, qui rappelle celui du général de Gaulle il y a une trentaine d'années, qui fut d'ailleurs fatal au général, puisqu'il lança le référendum sur la régionalisation. Que va-t-il sortir de son chapeau? Les élus sont vent debout parce que les restrictions imposées aux collectivités locales font mal. Donc je pense qu'il va faire preuve de son sens créatif et de son talent de communication. En tout cas, la visite s'est plutôt bien passée, notamment à l'égard de la presse. Vous savez que la Voix du Nord avait un peu monté la voix il y a quelques mois en estimant être tenu à l'écart. D'après les retours que j'ai eus, le président a été... De vos équipes? Avec vos équipes, nos équipes par exemple notamment, mais aussi des élus. Le président a été assez accessible et ouvert au dialogue. Le Guilvinec, d'ailleurs, nous publions dire son interview ce matin. Le Guilvinec, c'est la visite traditionnelle à la criée pêcheur, au moment où le Brexit, justement, va avoir Vous attendez des annonces au Guilvinec aujourd'hui ou pas? Sur la pêche. Vous attendez des annonces? Oui, enfin, vous savez, il y a quand même un sens de la com assez développé dans l'équipe présidentielle. Donc, il y a les annonces, il y a la mise en scène, une théâtralisation. Hein, bon. Mais ensuite, on fera le bilan des courses après la visite. Alors Jefferson des Sports Sud-Ouest, le président était en Nouvelle-Aquitaine aussi récemment. Est-ce que son rapport au territoire a changé, d'abord de sa part et de la part des élus et des habitants des territoires. En Nouvelle-Aquitaine, on va commencer par là. Ce qu'on peut dire, c'est que le président est forcément attendu. Hubert parlait des provinces, donc en région, après un agenda international extrêmement lourd et dominé par la crise migratoire. Donc le 80 km/h arrive, va être mis en vigueur le 1er juillet. On sait que ça grogne dans les territoires sur cette question-là. Donc il y a un besoin d'explication du président de la République. Oui, il est attendu par les élus locaux parce que beaucoup d'entre eux le considèrent tout sauf comme un décentralisateur. Donc il y a des choses à dire. Un recentralisateur. Oui, considéré tout sauf comme un décentralisateur. Donc il n'est pas du tout sur ce terrain-là. Il est attendu là-dessus. Maintenant, pour revenir sur la visite en Bretagne, il était aussi accompagné de Nicolas Hulot. Sur ce terrain-là, c'est important parce qu'on sait que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'interrogeait sur sa présence au sein du gouvernement. Il avait dit qu'il s'exprimerait à l'été pour dire s'il restait ou s'il partait. Il a été rassuré, là. Manifestement, il a été rassuré. Il y a eu une annonce. Le gouvernement souhaite inscrire dans la Constitution et dans l'article 1 la défense. C'est ça la on est passé du 34 au 1. Donc là, c'est donc inscrire cette défense de l'environnement dans l'article 1. Le sceller dans le marbre, ça veut dire. Exactement. Donc c'était pas le cas. Donc on peut y voir là un gage et le fait que Emmanuel Macron tient encore
à Nicolas Hulot. Donc voilà, c'était les petits messages qu'il fallait aussi voir dans cette visite en Bretagne et sur les territoires, bien sûr, que le président est attendu par les élus. Quand il était chez vous, là, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, etc., qu'est-ce qu'il en est sorti, justement? Moi, je voulais votre impression. Sud-Ouest diffuse, bien sûr, et vous avez également, le groupe Sud-Ouest est propriétaire de la Charente Libre, hein, il faut le rappeler, dirigé par Jean-Pierre Bargeton. Il est venu à Rochefort la semaine dernière, il y avait 2 temps dans cette visite, c'était la visite de l'école base aérienne de Rochefort et après la maison Pierre Loti pour le loto du patrimoine, vous le savez. Avant qu'il n'arrive, il était acté qu'il n'y aurait aucune annonce. Sur ce point-là, on n'a pas été déçus, il n'y a eu aucune annonce dessus. Cette journée était assez particulière parce qu'elle était dominée par la crise avec l'Italie et la seule confirmation qu'on a eue, dès le matin, lorsqu'il descend de l'avion sur le tarmac de la base aérienne de Rochefort, c'est qu'il y aura bien le déjeuner le lendemain avec Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. C'était l'info qu'on attendait parce qu'on était dans un moment de tension, je ne vous refais pas l'histoire de l'Aquarius, bref, c'était cette attente-là. Maintenant, au niveau des élus locaux, ils étaient tous là, on avait Dominique Bussereau, bien entendu, le président du conseil départemental de Charente-Maritime et président de l'ADF, les départements de France, il y avait Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, plus les élus locaux de Charente-Maritime, il y a eu un déjeuner républicain. Alors, ce type de déjeuner très large ne favorise pas forcément les confidences, parce que tout le monde peut entendre et participer, donc c'était plutôt une prise de contact, et ça permet d'y voir peut-être un peu plus de chaleur et d'humanité. Il y a un contact assez direct avec les élus, ou même les journalistes, on l'a vu récemment, bon, il y a eu l'histoire de cette remontrance faite à ce jeune homme, il aime aller au contact, et il aime dire les choses à Les images parlent, on les voit derrière vous, il est au contact des gens, on voit qu'il va vers les gens. On voit... les échos que j'ai eu des élus hier, c'est qu'on peut l'interrompre, on peut discuter avec lui très simplement, être très direct. C'est le cas, là, on voit. Il joue le jeu. Voilà. Il joue le jeu. Est-ce qu'il y a une différence notable avec le Premier ministre? Voilà, je voulais savoir si le couple exécutif, ce tandem, fonctionne harmonieusement de ce point de vue-là. Parce que les 80 km/h, on peut imaginer à enfoncer un coin entre les deux hommes ou pas, Hubert Coudulier? Qu'est-ce qu'on en sait? D'abord, le 80 km/h, c'est quand même assez génial que, effectivement, dès qu'une mesure autoritaire est décidée et qu'elle peut sauver des vies, elle suscite une telle contestation. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça n'a pas enfoncé un coin entre eux, puisque Emmanuel Macron a soutenu son Premier ministre sur cette mesure, même si en privé, il n'y était pas forcément favorable. Et à la limite, si ça peut faire baisser la popularité du Premier ministre, c'est pas mauvais pour le Président. Ils sont à peu près au coude à coude. Il n'y a pas de rivalité au sein du tandem exécutif, puisque le Premier ministre, d'emblée, a non pas théorisé, mais accepté cette soumission qui est quand même dans la règle des institutions de la Ve République. Il fait le boulot, mais il n'a pas d'ambition présidentielle et il n'a pas l'intention de poignarder le président dans les mois qui viennent. Jefferson Desportes, il y a une vraie volonté du président de la République de revenir, j'allais dire, aux sources des territoires, voilà, comme le disait Hubert Coudurier, de faire des annonces, un peu de communication pour compenser cette image, au fond. Parce qu'il y a des gros dossiers territoriaux là en ce moment. Non, mais il y a non seulement des dossiers territoriaux, mais il y a des échéances électorales qui arrivent. Les européennes seront la première. Ce sera le premier test électoral pour Emmanuel Macron. On sait que le sujet va être difficile. Il va être, encore une fois, dominé par cette crise migratoire. Il a besoin aussi de resserrer un peu ses élus, ses troupes sur le territoire, parce que derrière, il y a les municipales. Et pour l'instant, La République En Marche a surtout des députés. Donc, s'il veut s'ancrer dans les territoires et inscrire son mouvement dans la durée, il a tout intérêt à être présent sur le territoire et à incarner aussi ce qui est le macronisme. C'est quand même lui qui le porte le mieux, alors qu'on sait qu'il a une majorité très hétérogène, qui a montré des signes de fragilité, avec beaucoup d'amendements qui viennent de la part même de la majorité contre des textes défendus par le gouvernement. Donc, il y a un vrai besoin de reprendre de la cohésion. Et n'oubliez pas que le président va s'exprimer devant le Congrès le 9 juillet. Il va rassembler les sénateurs et les parlementaires. Tout ça à Versailles. Donc voilà, oui, il y a une vraie reprise en main, mais elle est logique. Hubert Coudurier. Au bout d'un an, effectivement, il y a un certain nombre de fragilités du macronisme qui apparaissent, notamment liées à ses ambivalences. Et c'est clair que son style, un peu hors sol, celui de ses députés qui n'ont pas une grande expérience, doit le conduire logiquement à corriger le tir pour les enraciner durablement. Il ne s'agit pas seulement de voter les lois et de déposer des amendements en rafale. Il faut aussi se faire apprécier de la population, il faut être au contact et sortir d'une certaine arrogance un peu technocratique qui est reprochée à ce gouvernement et à ses élus. Donc il y a du travail et j'ai l'impression tout de même qu'en Bretagne, il y a un tournant qui a été pris pour montrer
vous dire que la Bretagne est une région rebelle, qui était très hollandaise, qui maintenant a basculé du côté d'En Marche. D'ailleurs, les élus socialistes sont un peu mal à l'aise. Hein. Le président Chéné Girard est toujours socialiste, se demande un peu s'il faut le rester ou finalement basculer, parce que tant qu'on n'est pas dans le clan et dans l'étiquette, on n'obtient pas grand-chose. On a vu des images derrière vous de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, ancien président de la région Bretagne. Quel est son rôle maintenant en Bretagne, territorialement ? Alors en Bretagne, plus grand-chose, même s'il continue à recevoir des élus et s'il entretient des très bonnes relations avec le président de la région, Loïc Chéné-Girard. Il fait avec Emmanuel Macron, là, pas en tant que ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas coupé le contact. Encore que certains projets, notamment de développement ou de restructuration, comme le groupe Doux, peuvent bénéficier de ces contacts à l'étranger. De quoi s'agit-il ? Le groupe Doux, qui est un groupe qui était en grande difficulté, ils ont réussi à négocier un accord avec le groupe saoudien Mounagem, etc., le poulet. Donc la volaille. Donc de ce point de vue-là, ces contacts à l'étranger, son réseau international peuvent être utiles. Il fait encore un peu le go-between, mais il est clairement aujourd'hui le service après-vente du président à l'international. Nouvelle-Aquitaine, on va avoir un invité qui est le président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Vous serez là, Jefferson Desport, le 27. En Nouvelle-Aquitaine, même configuration qu'en Bretagne ? Alors en Nouvelle-Aquitaine, dans la majorité d'Alain Rousset, ça commence à bouger un tout petit peu parce que là aussi, des différences se font jour. Notamment, il y a eu la création d'un groupe Génération. Un de ses vice-présidents d'Alain Rousset, qui est Stéphane Delperac, un socialiste historique en Nouvelle-Aquitaine, a basculé chez Hamon. Il faisait partie de l'aile gauche. Donc vous avez un petit groupe là-dessus qui s'est désolidarisé finalement de cette majorité, même s'il ne joue pas contre la majorité, mais chacun prépare les prochaines échéances avec pourquoi pas des perspectives en se disant, on s'interroge sur ce que vont faire les Verts, le groupe Génération, les Insoumis. Est-ce que tout ça va réussir à s'agglomérer pour venir contrer une liste socialiste ? On est déjà dans ce temps d'après, en tout cas de réflexion au sein de la majorité régionale. Jefferson Desport, Hubert Coudurier, vous restez avec nous. Vous serez présent pour le débrief de l'invité politique de 8h dans quelques minutes, qui est Florian Philippot, le président des Patriotes, qui est là, qui sera en direct dans quelques secondes sur ce plateau, après la météo des territoires. C'est le temps qu'il fait en France et aussi dans les départements français de l'outre-mer. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.